Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les risques environnementaux pour la femme et l'enfant qui est co-organisé par l'AMGEN et le Centre des spécialités médicales Édouard Vallée, qui est un centre de santé dans le 13e arrondissement de Paris. Et on va parler aujourd'hui des risques environnementaux, d'abord dans les cancers mammaires. Et donc, je vais commencer avec cette première présentation. Puis, on écoutera le docteur Laura Miquel sur l'impact des facteurs environnementaux sur la reproduction et le professeur Jean-Christophe Mercier sur l'impact sur les enfants. Et enfin, nous avons aujourd'hui madame Tatiana Assad, chef de projet en santé environnementale, qui nous parlera de messages de prévention. Donc, je vais commencer en partageant mon diaporama. Je précise que le diaporama est enregistré et qu'il y aura un replay. Et on prendra les questions à la fin des présentations. Donc, je m'appelle Myriam Coal, je suis chirurgienne dans le service de chirurgie cancérologique, gynécologique et du sein à l'HEGP et je suis également chercheuse dans une unité INSERM, qui est l'unité 1124, qui s'intéresse au rôle de l'exposome dans la santé humaine. Donc, le cancer du sein, vous savez, est la première cause de cancer chez la femme et la première cause de décès également chez la femme. Et on a plus de 62 000 nouveaux cas en 2023. On sait également que ce taux a tendance à augmenter depuis les années 1990 avec quasiment un doublement du nombre de cas. Le nombre de cas de cancer du sein augmente dans la population concernée par le dépistage, donc les patientes âgées de plus de 50 ans, mais on a remarqué qu'on a également une augmentation significative des cas chez les patientes plus jeunes et donc de moins de 50 ans non concernées par le dépistage. En ce qui concerne les projections 2045, on a une augmentation qui est prévue du nombre de cancers du sein en France et on est sur le podium en termes d'incidence. Les facteurs de risque de cancer du sein, alors les principaux sont l'âge, avec un pic entre 50 et 74 ans, les antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein, notamment si on est porteur d'une prédisposition génétique, certaines lésions qu'on appelle prolifératives, qui sont des lésions précancéreuses, en tout cas qui sont à risque de dégénérer. On a des facteurs secondaires qui correspondent en fait à la durée d'imprégnation à ses propres hormones, donc les règles tôt, la ménopause tardive, mais également la grossesse tardive et la nulliparité. Et puis, on a des facteurs environnementaux qui sont bien reconnus, tels que la consommation d'alcool, qui serait impliquée dans 15% des cas, et le surpoids dans 8% des cas. La sédentarité également est retrouvée de façon significative chez les patientes atteintes d'un cancer du sein. Ce qui est important, c'est qu'on a 50%, dans 50% des cas, aucun de ces facteurs de risque retrouvés, en particulier chez certaines patientes jeunes, et que la Haute Autorité de Santé nous dit que 40% des cancers seraient évitables. Parmi les cancers qui sont attribuables à des facteurs de risque modifiables, il y a des projections qui sont faites et on considère qu'on pourrait éviter 171 000 cas de cancer annuels en modifiant les modes de vie et notamment en diminuant les expositions aux facteurs environnementaux. Donc, quand on parle de facteurs environnementaux et de cancer du sein, la première chose, c'est d'aller voir sur le Centre international de recherche sur le cancer, donc le CIRC, qui classe certains agents cancérogènes avec des indications suffisantes. Donc, je vous ai dit l'alcool, le diéthylstilbestrol, les rayons gamma, les traitements hormonaux, notamment contraceptifs et œstroprogestatifs. Et puis, il y a d'autres polluants, tels que certains pesticides, certains polychlorobiphéniles ou le travail de nuit, qui sont considérés cancérigènes avec des indications limitées. Et donc, l'objectif de ce topo, qui ne pourra pas être exhaustif en 20 minutes, mais c'est de vous présenter les connaissances actuelles sur les risques environnementaux et le cancer du sein. Quand on parle de risques environnementaux, donc on a parlé du tabac, de l'alcool, de la sédentarité, de l'obésité, mais il y a aussi beaucoup de facteurs environnementaux émergents, et notamment un certain nombre de pollutions, la pollution atmosphérique, tout ce qui va être produits chimiques, donc ce qu'on appelle l'exposome chimique, avec les pesticides, les produits phytosanitaires, et aussi beaucoup de produits qui sont parfois cachés dans nos détergents, dans nos cosmétiques. On a aussi dans les facteurs environnementaux, les facteurs psychosociaux et le travail de nuit qui ont été suspectés d'être impliqués dans cette augmentation des risques de cancer du sein. Une chose importante sur les produits chimiques et les femmes ont une vulnérabilité particulière et il y a quand même une inégalité environnementale. Donc les femmes
liées aux spécificités de sexe. Donc, il y a plus d'interactions avec le système hormonal et endocrinien. On a aussi une augmentation des risques d'exposition avec des emplois exercés qui sont plus à risque d'exposition à des produits chimiques et aussi les charges domestiques, familiales, le stress, le mode de vie. Je tiens à préciser aussi que les expositions concernent tous les stades de la vie et que par ailleurs les études, il y a beaucoup moins de femmes qui sont représentées dans ces études et donc on pense qu'il y a une plus grande susceptibilité aux polluants, mais la recherche est encore insuffisante, notamment en ce qui concerne la santé des femmes. Les perturbateurs endocriniens, rapidement, pour comprendre pourquoi ils peuvent être impliqués dans l'évolution et la survenue de cancer du sein, ce sont des mélanges de substances d'origine naturelle ou synthétique qui sont étrangères à l'organisme, mais qui ont la capacité d'altérer les fonctions du système endocrinien. Ça peut produire des effets néfastes dans un organisme intact, dans sa progéniture ou au sein de certaines populations. Les sources sont très variées. La définition d'un perturbateur endocrinien, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Donc, on a régulièrement des nouveaux produits qui sont classés perturbateurs endocriniens quand les études ont montré qu'ils pouvaient altérer le système endocrinien. Et ces perturbateurs endocriniens sont impliqués dans un certain nombre de pathologies telles que l'obésité, le diabète, la résistance à l'insuline et donc le cancer du sein. Donc, il y a une première partie qui va concerner le risque de cancer du sein. Et puis une seconde partie avec des recherches qui sont beaucoup plus émergentes sur la progression du cancer du sein. Donc, les facteurs psychosociaux, on le sait maintenant, ont un impact sur le cancer du sein. Ce ne sont pas directement eux qui peuvent provoquer le cancer du sein de façon isolée, mais en revanche, dans les études, on voit que ça soit le stress, l'isolement social ou la précarité, ça influence les comportements de santé, ça influence le recours au dépistage qui est moins important dans des populations qui vont subir des discriminations ou un travail précaire. Ça peut retarder le délai au diagnostic et donc altérer le pronostic et la survie. Et dans la population des patientes précaires, donc on a quand même des indicateurs faciles à calculer. Et en cas de précarité, on a bien dans les études des diagnostics qui sont plus tardifs, des stades plus avancés, une mortalité plus élevée. Et tout ça est beaucoup lié au mode de vie, à l'alimentation ou à des expositions professionnelles ou des difficultés d'accès aux soins. Pour ce qui est du travail de nuit, le travail de nuit est classé comme probablement cancérogène, donc groupe 2A du cirque. Il y a des études qui ont montré au niveau expérimental des dérèglements du cycle circadien, une suppression de la mélatonine, certaines perturbations hormonales et des troubles du sommeil et de l'inflammation chronique. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées et dans les dernières méta-analyses, il y a une augmentation qui est modérée, mais qui est significative du risque de cancer du sein chez les femmes exposées au travail de nuit. Et ce risque semble plus élevé quand l'exposition au travail de nuit a été longue, plus de 10 ans, et chez les travailleuses avec de nuits fréquentes et régulières. Je tiens à préciser que les résultats des différentes cohortes sont quand même hétérogènes et le lien est considéré comme plausible, probablement causal, mais avec un excès de risque qui reste modéré. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, donc elle est incriminée et il y a pas mal d'études qui montrent une augmentation du risque de cancer du sein quand on est exposé à certaines molécules, notamment les microparticules de la pollution atmosphérique. Je vous présente l'étude Xener qui a mis en lien qui a mis en évidence des liens entre des expositions aux polluants atmosphériques et le risque de cancer du sein. Et ce qui était intéressant dans cette étude qui a concerné plus de 5000 femmes recrutées dans la cohorte E3N entre 1990 et 2011, c'est qu'ils ont pu retracer l'historique des expositions en fonction des adresses, croiser ça avec les bases de données de pollution atmosphérique donc pour arriver à ces conclusions. Il y a une question aussi assez importante sur les polluants organiques persistants. Donc, c'est des polluants qui sont très peu éliminés par l'organisme et très peu éliminés de l'environnement, dont certains pesticides. Et là, les données de la littérature sont assez en faveur d'une augmentation du risque de cancer du sein. Il y a plus de 800 composés chimiques qui ont été incriminés. Les études montrent qu'il y a une génotoxicité, donc une toxicité directe sur les gènes. Il y a des perturbations métaboliques, des perturbations endocriniennes. Et ce que soulèvent les deux revues majeures, c'est que le risque est retrouvé dans beaucoup d'études, mais que les polluants, ne sont pas tous testés. C'est globalement souvent les mêmes qui sont testés. Or, on a des milliers de polluants chimiques disponibles sur le marché. Et par ailleurs, il y a peu d'évaluation des multi-expositions.
Je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail dans les phtalates. Donc les phtalates, c'est des contaminants chimiques qui sont les plus présents dans l'environnement, parmi les plus présents, et donc qui sont principalement utilisés pour modifier la flexibilité des plastiques, pour préserver les parfums dans les cosmétiques. Et ces polluants sont relargués dans l'environnement, et donc on peut être recontaminé avec l'eau ou avec les produits de consommation. On a publié avec mon laboratoire une revue de la littérature en octobre 2025, et cette revue de la littérature a montré que différents phtalates étaient impliqués, étaient associés à un surrisque, mais leurs métabolites également, c'est-à-dire les produits de transformation de ces phtalates auxquels on est exposé. Et vous l'avez peut-être vu dans la presse, mais il y a une étude assez importante qui a été publiée très récemment en mars 2026 dans un grand journal américain. Et c'est une cohorte de patientes où ils ont pu retracer avec des prélèvements antérieurs au diagnostic du cancer des expositions. Et là encore, les patients qui étaient les plus exposés avaient un surrisque de développer le cancer du sein. Un petit mot sur les additifs alimentaires, dont on entend beaucoup parler aussi dans la presse. Donc, il y a des données qui s'accumulent avec des niveaux de preuve qui sont différents, mais il y a une grande cohorte française prospective qui s'appelle Nutrinet Santé et qui inclut une analyse assez détaillée des consommations alimentaires et des additifs industriels consommés en fonction des modes d'alimentation. Et cette étude a montré une association forte entre la consommation en édulcorants et l'augmentation globale du risque de cancer, dont le cancer du sein. Et des données similaires ont été montrées avec les colorants et les additifs alimentaires. Il faut préciser que ce sont des études qui sont observationnelles, donc on montre des associations, mais pas une causalité formelle. Et les résultats, ce qui est important aussi, c'est que les additifs sont testés de façon assez individuelle, et il y a aussi la question des additifs ultra transformés avec plusieurs additifs alimentaires, et puis la question des contaminants dans les emballages qui ne sont pas pris en compte. Et au niveau expérimental, il y a très très peu de données. Nous, on a travaillé à partir des expositions aux additifs évalués dans la cohorte Nutrinet, et on a traité des cellules cancéreuses mammaires. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait une augmentation de la migration cellulaire, donc des cellules qui étaient capables de migrer plus facilement, et une activation du réticulum endoplasmique, qui est un système de la cellule pour protéger les cellules des agressions et des protéines mal conformées. Donc, c'est quelques données, mais le message qu'il y a à retenir, c'est qu'on a quand même une augmentation de la recherche, mais qui est encore limitée, et que globalement, les études vont un peu toutes dans le même sens avec des mécanismes qui sont identifiés. Une autre question importante pour pallier aussi au biais des études épidémiologiques, c'est de regarder le risque d'exposition et la progression de la maladie. Est-ce que d'être exposé à des polluants peut aggraver la maladie ou altérer le pronostic, et est-ce qu'une prévention secondaire est possible ? C'est un travail que j'ai fait pendant ma thèse, et à l'époque, donc publié en 2019, il y avait 13 études disponibles sur les liens entre exposition chimique et progression de la maladie. Ce qu'on pouvait voir tout de suite, c'est qu'il y avait des designs d'études qui étaient extrêmement différentes, que certaines s'intéressaient aux organochlorés, d'autres au PCB, d'autres aux toxiques, d'autres aux effets des fumées de cigarettes, que les mesures étaient parfois faites dans des tissus différents, ce qui ne permettait pas forcément de comparer les différentes études, que parfois les effectifs de patients étaient limités, avec certaines études avec seulement 40 patients. Mais les conclusions étaient quand même en faveur d'une altération de la survie et du pronostic, des marqueurs tumoraux d'agressivité qui étaient retrouvés dans certaines populations les plus exposées. Et les conclusions donc, de cet article, c'est que les expositions chimiques influencent l'évolution de la maladie, malgré l'hétérogénéité des études, de la méthodologie, du type de polluant et des limites dont on a discuté. Nous, au niveau expérimental, ce qu'on a montré, c'est que quand on traite des cellules cancéreuses mammaires avec un polluant, donc là qui est un polluant prototypique, qui était là les extraits de fumée de cigarette, où on avait la dioxine, et on a des effets similaires avec l'exposition aux fumées de cigarette, on a des cellules qui vont se décrocher les unes des autres, qui vont faire ce qu'on appelle la transition épithélium-mésenchymateuse et acquérir des propriétés de migration en faveur de l'agressivité tumorale. On a aussi fait un modèle de greffe de cellules cancéreuses mammaires dans des embryons de poissons. Et ce qu'on a montré, c'est que les poissons chez qui on greffait des cellules cancéreuses qui avaient vu le polluant, ces poissons développaient plus de métastases, et plus de poissons aussi étaient atteints de ce développement de métastases.
Et enfin, on va dire depuis 2022-2023, on a les premières études qui sont en train de sortir sur l'exposition aux polluants et le risque de diminution de réponse à la chimiothérapie. On sait que les patients qui vont échapper au traitement ont les pronostics les plus péjoratifs. Et donc, c'est vraiment important de comprendre quels sont les mécanismes moléculaires qui sont modifiés, qu'est-ce qui change dans la cellule quand il y a un polluant, qui fait que les patients peuvent moins bien répondre à la chimiothérapie. Donc, c'est bref et absolument pas exhaustif, étant donné la grande quantité des facteurs environnementaux auxquels on peut être exposé. Très souvent, ils sont plutôt étudiés de façon individuelle, et donc c'est tout l'enjeu du travail sur l'exposome, l'exposition aux facteurs environnementaux tout au long de la vie, de mieux prendre en compte ces différents facteurs et de façon globale pour proposer des modifications de mode de vie et éventuellement une prévention. En conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'il y a de nombreux facteurs environnementaux qui sont suspectés, que c'est une recherche qui est vraiment émergente, avec des limites dans certaines études, mais qu'elles vont quand même pour beaucoup dans le même sens et qu'un principe de précaution doit s'appliquer. Ces recherches doivent s'orienter vers une approche exposome, où on va évaluer le cumul des expositions, qu'elles soient sociales, environnementales, et également les mélanges, les effets des mélanges des polluants, qu'on a beaucoup de difficultés à montrer le lien avec le risque de survenue de la maladie, mais que les recherches intègrent maintenant le rôle des polluants dans la trajectoire de la maladie, et que bien sûr, il faut renforcer les financements de la recherche fondamentale, translationnelle et interventionnelle dans ce sujet, qui est un sujet majeur de santé publique. Et puis, je pense qu'il y a une nécessité aussi d'informer et de former les patients et les soignants sur les données actuelles disponibles dans la littérature. Je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter le partage et présenter le deuxième intervenant, et on prendra les questions à la fin. Et donc, je vais demander, hop, j'arrête mon partage, au docteur Laura Miquel de partager son diaporama. Donc, le docteur Laura Miquel est gynécologue obstétricienne à la maternité de la Conception à Marseille, et elle va vous parler pendant 20 minutes des risques des liens entre les expositions et l'environnement et l'infertilité. Alors, est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Oui, très bien. Allez, super. Oui. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis docteur Laura Miquel. Je travaille à l'hôpital de la Conception et donc je suis spécialisée en médecine et en chirurgie de la reproduction et pas mal aussi en chirurgie du fibrome qui est actuellement on est en pleine recherche sur l'impact notamment des perturbateurs endocriniens sur l'apparition de la pathologie fibromateuse utérine. Donc tout d'abord, concernant l'impact reproductif des expositions environnementales, en reproduction, ce qui est important de savoir, c'est que l'exposome va arriver sur des fenêtres critiques qui sont spécifiques. La période préconceptionnelle, la période d'implantation, la période de développement embryonnaire puis fœtal. Et ensuite, on passe à la grossesse avec l'impact que peuvent avoir tous ces perturbateurs sur le placenta. Et ensuite, ça sera l'impact sur les enfants. Donc, on a des expositions physiques, des expositions chimiques, mais aussi, il faut bien prendre en compte toutes les expositions métaboliques et inflammatoires, notamment dans le cadre du moment de l'implantation. Ne pas oublier également les expositions aux infections, qu'elles soient virales ou bactériennes, tout le travail qu'on fait actuellement sur le microbiote et les déterminants sociaux et tout ce qu'on peut faire sur la prévention. Donc l'idée clé de toute cette présentation, c'est que l'impact reproductif dépend autant de la fenêtre d'exposition et du contexte social que de la dose. C'est ce qu'on appelle donc le fameux effet cocktail où les choses ne vont pas se surajouter les unes aux autres, mais plutôt se potentialiser. Donc la reproduction, c'est vraiment une fonction sentinelle de l'exposome, hein. Donc, on a des expositions à la pollution atmosphérique, mais aussi extrêmement important en reproduction à la chaleur, aux pesticides, aux plastiques, aux métaux. Donc, ces fenêtres, on en a parlé, c'est préconception, implantation, grossesse et ensuite puberté et petite enfance également. Mais tout ça va être médié par des susceptibilités différentes en fonction de l'âge, de la génétique, des comorbidités, de l'état nutritionnel. Également, les expositions professionnelles,
le logement, par exemple pour les expositions au plomb qui est extrêmement important, la précarité qui va être aussi un facteur d'exposition à certains types d'exposition environnementale et l'accès aux soins. Tout ça, en fait, va moduler ce risque reproductif et il faut bien penser qu'il n'y a pas de déterminisme individuel. Donc, on va vraiment voir au niveau des gamètes, des embryons, de l'endomètre, du placenta et du fœtus qui vont répondre à ces signaux environnementaux. Donc, ces fenêtres de vulnérabilité en préconceptionnel, il y a vraiment tout ce qui est le mode de vie alimentaire, le tabagisme, l'alcool, que ce soit chez la femme, on y pense évidemment, mais aussi, et c'est extrêmement important d'en parler, chez l'homme. On a par exemple montré dans certaines études que le tabagisme paternel va augmenter les risques d'hémopathie maligne de l'enfant. Et donc, c'est pas un tabagisme par une exposition directe de l'enfant par un tabagisme passif, mais c'est l'exposition préconceptionnelle avec un tabagisme dans les 3 mois qui précèdent la conception. Donc, pourquoi 3 mois? Mais parce que la spermatogénèse, elle dure 74 jours, plus le transit des spermatozoïdes dans les canaux. La folliculogénèse aussi extrêmement important. Donc l'ovocytogénèse se fait dans la vie intra-utérine du fœtus, c'est-à-dire que nos ovocytes en tant que femmes ont été créés dans le ventre de notre maman pendant que nous étions un fœtus. Entre à 22 semaines d'aménorrhée à peu près, le stock est fait. Et tout ce qui s'est passé en fait jusqu'à ce moment-là va impacter la folliculogénèse tout au long de notre vie. Les autres étapes de la vie, les événements de vie, par exemple, un événement de chimiothérapie pour un cancer du sein, par exemple, vont impacter également cette folliculogénèse. Concernant l'implantation donc de l'embryon, les choses qui sont extrêmement importantes, c'est tout l'état inflammatoire qu'il peut y avoir, notamment la micro-inflammation avec le microbiote qui peut être altéré, des infections chroniques non traitées, toutes les endométrites chroniques qu'on étudie de plus en plus maintenant et qu'on essaye de traiter. Concernant la grossesse, les infections sur le placenta sont également importantes pour les pathologies de retard de croissance, etc. Et pour ensuite l'enfance et la puberté, c'est la programmation future de pathologies chroniques, par exemple l'obésité, le diabète, l'hypertension. On sait que certaines expositions vont aggraver l'apparition de telles maladies. Donc la temporalité est importante, hein. Certaines expositions précèdent, on a vu, de plusieurs années les consultations d'infertilité. Et la prévention est extrêmement importante parce qu'elle commence avant le projet de grossesse et y compris chez l'homme. Donc c'est des mécanismes qui sont souvent convergents. Donc il y a tous les perturbateurs endocriniens qui vont perturber l'axe gonadotrope, la stéroïdogénèse et les récepteurs hormonaux. Le stress oxydatif, qui va être plutôt retrouvé dans la pollution de l'air, va impacter l'ovocyte, le spermatozoïde, l'ADN spermatique, les mitochondries. L'inflammation, l'endomètre, mais également les trompes avec des anomalies de mobilité tubaire, le microbiote, également des troubles de la placentation. Les altérations épigénétiques, ça va être directement sur les gamètes, l'embryon et la programmation fœtale. Et ensuite, la toxicité vasculaire placentaire directe, donc l'implantation, la croissance fœtale et toutes les complications obstétricales, notamment la prééclampsie. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que les expositions environnementales, elles n'agissent pas par une seule voie. Et c'est extrêmement difficile d'avoir des niveaux de preuve vraiment solides parce que les expositions, elles sont multiples, elles se combinent, elles varient selon l'exposition, selon l'issue, même si on a quand même des mécanismes biologiques qui restent cohérents en ce qui concerne les hormones, l'oxydation, l'inflammation et l'épigénétique. Donc, par exemple, pour les expositions physiques, l'air, le bruit, la chaleur. Donc, il y a une cohorte danoise du British Medical Journal de 2024 qui retrouvait une augmentation de risque d'infertilité masculine lorsqu'on était exposé aux particules fines, que le bruit routier diminuait, enfin, augmentait le risque d'infertilité féminine après 35 ans.
La chaleur, c'est quand même quelque chose qui est bien documenté sur la spermatogénèse, puisque les testicules, ils sont à l'extérieur du corps pour une bonne raison, c'est que la spermatogénèse, elle est efficace en dessous de la température corporelle générale. Donc quand on va augmenter la chaleur des testicules, on a une spermatogénèse qui va s'abaisser, voire s'arrêter. C'est d'ailleurs les principes de contraception thermique, hein. Lorsqu'on remonte les testicules en intra-abdominal, on a une contraception thermique. Et donc, dans plusieurs méta-analyses, la qualité spermatique est vraiment diminuée à cause de cette chaleur. Donc, les messages de prévention, ils sont simples, c'est diminuer l'hyperthermie répétée. Pour la pollution atmosphérique, les données sur les femmes en fertilité et en AMP sont assez hétérogènes. C'est plus facile à voir sur les spermogrammes pour les hommes. Et la prévention collective est bien plus efficace que les injonctions individuelles. Quand on habite en ville, quand on habite à côté d'une usine, c'est compliqué d'améliorer de manière individuelle cette exposition. Donc vraiment pour les expositions aériennes, c'est plutôt les mécanismes de stress oxydatif et d'inflammation. Donc ensuite, les expositions chimiques, on en a déjà pas mal parlé, donc les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les métaux lourds et les PFAS. Donc les perturbateurs endocriniens, le bisphénol, les phtalates, les dioxydes, les pesticides vont vraiment agir sur l'ovaire, l'endomètre, l'embryon et tous les circuits hormonaux. Les pesticides, faut pas penser que c'est uniquement dans ce qu'on mange. Donc évidemment, il y a l'exposition agricole. Donc les agriculteurs sont quand même les premiers concernés. Mais on a aussi des expositions domestiques, hein, par les pesticides qu'on va utiliser au quotidien. Par exemple, les produits anti-moustiques, les produits contre les fourmis, les pesticides qu'on va mettre dans son jardin. Les métaux et les PFAS, ben ça, on a vu récemment les taux de cadmium dans le blé, l'exposition au plomb qu'on va plutôt retrouver dans les logements qui sont vétustes avec des contaminations au plomb, le mercure qu'on va retrouver dans les poissons qui sont en haut de la chaîne alimentaire avec une concentration en mercure qui est importante. Et les PFAS, c'est des composés qui persistent vraiment longtemps dans l'environnement. Pour les plastiques et les contenants, le contact alimentaire, notamment chauffé, va faire un transfert important dans l'alimentation. Dans les cosmétiques, voilà, il y en a partout, les poussières également. Et ça, par contre, c'est des choses sur lesquelles on peut agir de façon assez pragmatique. Donc les substances, elles sont différentes. Par contre, les voies biologiques sont souvent communes. Et les conseils cliniques, ben, ça vise à diminuer les expositions fortes ou répétées, surtout en préconceptionnel et pendant la grossesse. Alors souvent, ce qu'on entend comme argument, c'est moi, mais de toute façon, il y en a partout, donc bah, ça sert à rien de diminuer l'exposition, parce qu'on peut pas tout enlever. Certes, on peut pas tout enlever, mais déjà enlever une partie, c'est déjà beaucoup. Et on sait que la consommation du bio, par exemple, diminue les risques de cancer. Je crois que c'est 25%, quelque chose comme ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, on sait que quand même, même si on n'enlève pas tout, enlever une partie va améliorer la santé en général. Donc pour la reproduction féminine en particulier, donc c'est l'ovocyte, la réserve ovarienne et l'endomètre qui sont le plus touchés, ce qui est utilisable en consultation. Donc en préconceptionnel, rechercher les expositions professionnelles et domestiques. Donc il existe des consultations spécifiques d'exposition environnementale dont je vous parlerai à la fin. Par contre, il ne faut pas promettre qu'une éviction va améliorer un résultat d'un MH bas, hein, une réserve ovarienne diminuée, on va pas revenir à comme on était avant, va pas améliorer non plus les résultats de la FIV. Il faut prioriser les choses qui sont faciles à faire. Donc le tabac, les solvants, les pesticides, la chaleur, la nutrition, le sommeil et l'activité physique, qui ont ça par contre montré une amélioration des naissances en fécondation in vitro. Donc, je vais vous parler des recommandations pratiques cliniques pour la prise en charge du couple infertile. Donc, recommandations, le tabagisme actif et passif diminue les chances de naissance vivante. Donc, on leur recommande d'arrêter le tabac, le cannabis et pour l'alcool, pas plus de 5 verres d'alcool par semaine. C'est un peu, ça a l'air un peu bateau comme recommandation, mais il n'y avait pas tant d'études que ça sur le sujet et ça n'a pas été si facile d'émettre ces recommandations-là. Pour la reproduction masculine, bah, c'est bien plus facile. On a le spermogramme qui est un marqueur très sensible de l'environnement. Donc les paramètres touchés, ils sont tous touchés, la concentration, la mobilité, la morphologie, la fragmentation de l'ADN, les taux hormonaux. On sait que depuis les années 50, les spermogrammes, les résultats des spermogrammes sont vraiment très 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 altérés, sont tellement altérés que l'OMS a changé les normes
du spermogramme, hein, tellement en fait on n'arrivait plus à avoir des spermogrammes normaux. Ça correspond quand même à peu près à l'apparition massive et à la diffusion massive des pesticides. Donc les expositions à rechercher chez les pesticides, les solvants, la chaleur répétée, on l'a vu, le tabac, cannabis, obésité, diabète et les infections. Les mesures pratiques, c'est inclure le partenaire dès le début, hein. La consultation préconceptionnelle, c'est les deux membres du couple. L'horizon de changement, c'est à 3 mois parce que c'est le délai de la spermatogénèse. On peut utiliser des éléments de protection individuelle au travail s'il y a une exposition professionnelle. Par exemple, dans le bâtiment, il y a peu de pays qui sont faits, qui sont utilisés, et les expositions aux poussières de béton, par exemple, elles peuvent atteindre le spermogramme et on peut répéter les spermogrammes si on a un contexte aigu, en diminuant l'exposition professionnelle, par exemple, on peut retrouver un spermogramme normal. Donc, concernant les infections, recommandations de pratique clinique, donc la spermoculture doit être réalisée et les infections génitales traitées. Et quelque chose de simple, le premier traitement de l'infection génitale masculine, c'est l'hydratation et l'augmentation de la fréquence des éjaculations. Voilà, on leur dit qu'il faut nettoyer les tuyaux pour améliorer leur fertilité. Pareil concernant le tabac, le cannabis et l'alcool, même recommandation que chez la femme. Donc les facteurs métaboliques endogènes, c'est plus des médiateurs que des causes isolées. Donc on a l'obésité, l'insulinorésistance, le diabète, l'inflammation chronique, le stress oxydatif. Les effets reproductifs possibles, c'est sur l'ovulation, la qualité ovocytaire, la réponse ovarienne et les issues de fécondation in vitro, le spermogramme, mais également les fausses couches, les complications de la grossesse. Cependant, attention, perdre du poids avant une fécondation in vitro n'améliore pas toujours les naissances vivantes. Par exemple, si on a une femme de 38 ans qui est en obésité, qui a un désir de grossesse depuis plusieurs années, il ne va pas s'agir de lui dire d'aller perdre du poids, d'aller faire une sleeve et de revenir après, puisque après tout le temps de la prise en charge, elle aura 40 ans et ses chances de grossesse seront vraiment bien amoindries. Et parce que, au final, cette perte de poids, il n'y a pas vraiment eu d'études qui montrent qu'on a une amélioration des taux de naissance en filles. Par contre, évidemment, ça n'empêche pas de continuer à prendre en charge en parallèle. Donc, conseil nutritionnel, activité, sommeil, comorbidité et vraiment éviter la stigmatisation pondérale puisqu'on a parfois des gens qui ne sont pas pris en charge pendant 10 ans, qui se retrouvent à 40 ans alors qu'ils auraient dû être pris en charge à 30 ans. Donc, c'est très dur à vivre pour les gens. L'obésité, le diabète, l'inflammation et le stress oxydatif relient l'environnement, le mode de vie et la fertilité. Donc, pareil pour les recommandations pour l'obésité, prise en charge préconceptionnelle par mesure simple, pour améliorer les troubles du cycle et les chances de naissance spontanée si on a un trouble de l'ovulation. Par contre, pas d'amélioration sur les chances de naissance en AMP, même si évidemment une prise en charge hygiéno-diététique de l'obésité avant la grossesse améliore le pronostic obstétrical et néonatal. Donc les autres facteurs biologiques exogènes, les infections sexuellement transmissibles, les virus, le microbiote, donc les IST qui sont quand même en recrudescence actuellement, chlamydia, gonocoque qui entraînent une infertilité tubaire, des grossesses extra-utérines. Les virus, actuellement il y a des études qui sont faites sur l'HPV qui est retrouvé dans le sperme et les résultats d'AMP. Les résultats sont discutés, donc être prudent avec ces infections à HPV. Quand on a eu le Covid à l'époque, on a vu des spermogrammes catastrophiques sur des infections Covid qui ensuite revenaient à la norme en 3 mois plus tard. Donc voilà, ça a été quelque chose d'assez surprenant sur le coup. Le Zika, on sait que l'infection à Zika du partenaire, hein, donc de l'homme, va être pourvoyeuse d'anomalies de malformations fétales. Donc à ne pas négliger. Et ensuite, le VIH, VHB, VHC, les parcours de soins sont quand même assez formalisés maintenant. Pour le microbiote et l'inflammation, donc on a tout un champ qui émerge sur le traitement, le dépistage d'un trouble du microbiote. Les niveaux de preuve sont assez hétérogènes parce qu'en fait, il est assez difficile de savoir quel est le microbiote pathologique d'un microbiote non pathologique. Donc attention à ne pas surtraiter, réserver les antibiotiques aux indications validées, voire aux indications discutées en équipe. Donc les recommandations de pratique clinique de 2022 sur l'évaluation microbiologique, donc un test vaginal avec un score de Nugent
au moment du bilan d'infertilité. Chez une femme infertile, on recommande de traiter une vaginose. Et chez une femme infertile qui présente une vaginose asymptomatique, on recommande quand même de traiter pour documenter la guérison. Les facteurs sociaux, pour terminer, c'est vraiment des amplificateurs majeurs d'exposition et d'inégalité. Bah, quand on est dans un niveau socio-économique faible, on a un logement qui est pollué, on habite près de l'autoroute, on a un logement insalubre avec des moisissures, il fait chaud parce que c'est mal isolé, il y a du bruit parce que, je caricature, hein, mais il y a du bruit parce qu'on habite à côté de l'autoroute, il y a des tuyaux en plomb, on boit du plomb. Pour le travail, on travaille dans quelque chose qui est difficile, avec de la chaleur, on porte des charges lourdes, on a des horaires de nuit. Les ressources, ben, comme on a moins d'argent, ben, on peut moins acheter du bio. On n'a pas vraiment le choix de ce qu'on achète. Les accès aux produits sûrs, ils sont contraints. Et ben, on a plus tendance à diminuer son accès aux soins parce que c'est loin, parce que ça coûte cher et parce qu'on a moins de littératie en santé. Donc le social, c'est pas hors sujet, il va vraiment conditionner l'exposition et faire de la prévention dans les milieux socio-économiques défavorisés, c'est extrêmement important et pour améliorer les délais diagnostiques et l'accès à l'assistance médicale à la procréation. Donc il y a des messages de prévention simples qui peuvent être faits, qui doivent pas être culpabilisants. Donc les trucs tout simples, il faut pas chauffer les aliments dans le plastique. Il faut ventiler la maison pendant le ménage, les travaux, la peinture. On limite les pesticides domestiques et les parfums d'intérieur, les bougies, l'encens, tout ça. On protège les travailleurs avec des équipements de protection individuelle. On peut bosser avec la médecine du travail. Alors, je vous cache pas que c'est assez difficile. On ne peut pas reclasser les gens pour infertilité. On n'y arrive pas encore. Éviter l'hyperthermie testiculaire répétée si l'infertilité est masculine, notamment aux chauffeurs poids lourds, les chauffeurs de bus qui sont assez exposés. Prévenir, dépister les infections sexuellement transmissibles en amont. Vacciner l'HPV selon les recommandations. Par contre, ce qu'on évite de faire, ça on va pas promettre de détox fertilité, c'est pas magique non plus. Ne pas demander de dosage non validé en routine parce qu'on va pas savoir quoi en faire. Ne pas culpabiliser les couples infertiles. Ne pas substituer l'hygiène de vie au bilan médical. Hein. C'est pas parce que il faut plus fumer, plus boire d'alcool, bien manger, faire un peu de sport que on fait pas un bilan complet du couple avec le spermogramme, la réserve ovarienne, l'échographie de l'utérus et l'analyse des trompes. Évidemment, on traite un couple, pas qu'une femme, et il faut pas ignorer les contraintes sociales. C'est bien plus difficile quand on a un niveau socio-économique bas d'acheter du bio, d'avoir le choix de ce qu'on porte, ce qu'on achète, voilà, donc de pas ignorer ces contraintes. Tout ça en privilégie en préconceptionnel, mais également pendant la grossesse, l'allaitement et tout le parcours d'infertilité. Donc il y a plein de petits fascicules qui ont été édités, qui existent et qui marchent très bien. Tout le processus des 1000 premiers jours marche très très bien aussi. Il y a plein de conseils super simples. Et un conseil utile est celui que les patients ou le couple peuvent réellement appliquer. Hein. Si le conseil c'est déménager, il y a des gens pour qui c'est faisable et des gens pour qui ça ne l'est pas. Donc, ce que je voulais que vous rameniez à la maison, c'est que la reproduction, c'est vraiment une fenêtre très sensible de l'exposome, que les deux partenaires doivent être inclus dans l'anamnèse environnementale, que les facteurs sociaux, ils amplifient les expositions et limitent la prévention, et que notre rôle en tant que professionnel de santé, c'est de repérer, hiérarchiser, prévenir et orienter sans culpabiliser les couples. Donc, il existe dans toute la France des plateformes pluridisciplinaires de prévention environnementale et de reproduction qui sont les plateformes Prévenir. Donc là, je vous ai mis celle de Marseille, mais voilà, vous voyez qu'il y en a dans toute la France. Il y a actuellement plusieurs études qui sont en cours. Donc, Prévenir FIV, c'est une étude qui va évaluer si justement le fait de faire ce questionnaire, cette dépistage d'exposition environnementale, d'ensuite avoir un petit coaching avec une application pour diminuer l'exposition environnementale, est-ce que ça va augmenter les taux de grossesse? Et il y a la même chose sur donc Prévenir G, les femmes enceintes. Est-ce que ces conseils vont limiter les accouchements prématurés, la prééclampsie, etc. Donc voilà, je pense que vous aurez toutes les coordonnées à la fin du webinaire. Et je vous remercie de votre attention et je passe la parole à la personne suivante.
Merci beaucoup, docteur Mickel. Parfait, vous pouvez enlever le partage. Et j'ai le plaisir d'introduire le professeur Jean-Christophe Mercier, qui est professeur émérite de pédiatrie et qui a dirigé les urgences pédiatriques à l'hôpital Robert Debré et à l'hôpital Louis Mourier, et qui travaille également dans les centres de santé qui co-organisent ce webinaire. Et donc, monsieur Mercier, vous allez nous parler des risques chez les enfants, en tout cas en 20 minutes, même 15 minutes. Alors, la chose importante, c'est peut-être que je vous dise quelques mots sur le centre de spécialité médicale Audon-Valais qui a ouvert il y a environ un an dans le 13e arrondissement. Ce centre est tout à fait exemplaire parce qu'il est composé essentiellement de médecins, professeurs des universités pour la plupart, en cumul emploi-retraite. Et donc, nous servons la population, nous leur donnons la possibilité d'avoir accès à des spécialistes de façon simple, via Doctolib maintenant. Et voilà. Par ailleurs, j'ai été médecin conseil à la MGN, donc c'est une deuxième, euh, disons, société que j'aime bien. Et il va être signé un partenariat entre le CESMOP, Centre de spécialité médicale au Nord-Valais, et la MGN. Le président Mathias Savignac, venant lundi prochain, signer officiellement ce partenariat. Au sein du Centre de spécialité médicale au Don-Valais, il y a un qui s'occupe de pédagogie numérique en santé, et c'est la raison pour laquelle nous avons contribué à ce webinaire. Le titre, c'est l'impact, disons, de l'environnement sur la santé des enfants. Alors, est-ce que je peux avoir le diaporama suivant? C'est peut-être pas le cas. Est-ce que je peux... Attendez, il faut que je... Voilà, c'est peut-être ça. Voilà. Alors, je vais traiter 4 sujets. 1, la pollution de l'air. 2, les vagues de chaleur. C'est particulièrement approprié en ce moment. 3, l'alimentation et l'obésité. 4, l'exposition aux écrans. On est loin peut-être de l'exposo, mais c'est un sujet véritablement important. Alors, a été publié dans ce papier, dans ce journal américain en 2022, je suis désolé, c'est en anglais, disons les sujets de santé associés au trafic automobile. Et vous voyez que ceci peut avoir un impact sur le nouveau-né en termes de poids, des petits poids à la naissance, qu'on appelle en anglais small for gestational age, en français retard de croissance intra-utérin. Mais ceci peut aussi avoir un impact chez les enfants sur l'asthme et qui est plus ou moins lié avec des infections virales respiratoires répétées, puisque depuis qu'on vaccine les enfants, il y a très peu d'infections bactériennes, mais on n'a pas fait grand-chose sur l'impact des infections virales. Chez les adultes, il y a manifestement un lien avec toutes les causes de mortalité, sur les causes cardiovasculaires, sur des causes, disons, de cardiopathie ischémique, et puis sur les cancers du poumon, sur l'asthme. Alors, excusez-moi, mais il faut que j'aille chercher le... Attendez, c'est pas évident cette affaire. Voilà. Ce papier a été publié dans le Lancet en 2007 et ils ont suivi 3677 enfants qui avaient un âge moyen de 10 ans, qui vivaient dans 12 quartiers de Sud-Californie pendant 8 ans, entre 1993 et 2001. Et vous voyez que à chaque fois qu'on se rapproche d'une autoroute, eh bien, les marqueurs pulmonaires diminuent, soit en termes de capacité vitale, de VEMS qui est un autre marqueur. Bref, le message est le suivant. Plus vous vivez proche d'une autoroute, plus votre développement pulmonaire entre l'âge de 10 et de 18 ans est euh, diminué. Cet remarquable article qui a été publié dans un journal très connu parmi les médecins scientifiques qui s'appelle le New England Journal of Medicine. Vous voyez ici la carte de l'Amérique. Là, c'est l'exposition
aux petites particules qui sont essentiellement libérées par le diesel. Et ceci, c'est l'ozone. L'ozone, c'est lié à la fabrication par la pollution avec la chaleur. Eh bien, dans les pays de l'Ouest américain, en particulier dans l'Arizona où il fait particulièrement chaud, vous voyez qu'il y a une exposition à l'ozone très importante, alors que dans ce qu'on appelle le Middle West américain, vous avez une exposition à la pollution automobile. Eh bien, à gauche, ou plutôt à droite, la mortalité augmente en fonction de l'exposition à ces particules ou bien à l'ozone. Donc, il y a une relation directe qui a été mise en évidence sur 60 millions de personnes entre la pollution de l'air et la mortalité dans une population qu'on appelle Medicare. Là, c'est un autre sujet, c'est la mortalité liée aux vagues de chaleur. Et ce papier a été publié dans un journal très célèbre qui s'appelle Nature Medicine en 2023. Vous voyez ici les anomalies de température pendant en 2022, je crois. Et vous voyez que les pics de température étaient essentiellement dans le sud de l'Europe, en Espagne, en France, en Italie. Ceci, c'est la mortalité. Et vous voyez qu'il y a une relation directe entre la mortalité et l'exposition à la chaleur, et notamment aux vagues de chaleur. En règle générale, les populations qui vivent dans le sud sont mieux protégées parce qu'elles sont habituées que les populations qui sont dans le nord, qui sont moins habituées aux vagues de chaleur. Donc, il y a tout un entraînement disons, à résister aux vagues de chaleur. Un dernier point qui a été publié dans un remarquable article du Clinical Infectious Disease 2023 qui montre qu'il y a un lien entre le changement climatique et l'épidémiologie des maladies infectieuses. Pourquoi? Parce que ça aussi favorise les infections liées aux moustiques, liées à différents parasites. Ça favorise les coccidomycoses, donc les infections à champignons. Ça favorise les infections émergentes, les résistances aux antibiotiques. Euh, Ces changements de climat favorisent les immigrations. Et donc, il y avait un véritable appel à ce que l'on fasse attention, j'allais dire, au changement climatique dans l'évolution des maladies infectieuses et l'émergence des nouvelles maladies infectieuses. Comme vous le savez, l'administration de Donald Trump a piétiné un certain nombre, disons, de recommandations qui étaient de diminuer la pollution industrielle, d'essayer de faire en sorte de lutter contre le réchauffement climatique pour des raisons, on va dire, bassement politiques ou bassement matérielles. Je ne porte pas de jugement, mais ceci est véritablement euh, un problème. Un troisième sujet, c'est en fait l'index de masse corporelle qu'on appelle IMC dans l'enfance et la survenue d'une cardiopathie ischémique coronaire beaucoup plus tard. Ce papier a été publié à partir de 276 835 enfants danois. Les- le Danemark et d'autres pays du Scandinave sont tout à fait remarquables par des bases de données chose que nous sommes incapables de voir en France, parce que, on va dire que les Français ne sont pas aussi civiques que les Danois. Et vous voyez que lorsqu'on suit des enfants entre 7 et 13 ans au Danemark, eh bien, tant chez les garçons que chez les filles, plus vous augmentez l'exposition oh, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière plus vous augmentez le risque de cardiopathie ischémique. Donc, il y a un lien entre l'index de masse corporelle, donc l'obésité, avec le risque de développer plus tard une cardiopathie ischémique. Et plus vous avancez en âge, plus vous êtes exposé. Ce qui fait que ce remarquable méta-analyse, qui a été aussi publiée dans Nature Medicine 2023, a regardé avec un grand nombre de méta-analyses, les, disons, les composés qui permettaient d'être plutôt protecteurs de ceux qui étaient au contraire exposés à une cardiopathie ischémique. Eh bien, comme vous pouvez vous le deviner, les boissons énergisantes, les frites, les chips, les viandes rouges, bref, les hamburgers, les aliments transformés,
expose en fait aux affections chroniques. Et ce papier qui a été publié dans Obesity Review de 2023, c'était des enfants qui vivaient en, en en Corée et qui montrait qu'il y avait une association extrêmement importante entre la proximité des fast-food restaurants, donc des ce restaurants de malbouffe, avec le poids, l'obésité chez des enfants et des adolescents qui vont prédisposer à le développement des maladies cardiovasculaires. Donc véritablement, l'alimentation, l'obésité, c'est des sujets qui se traitent dès l'enfance et qui ne concernent pas que les adultes. Un dernier point qui est celui de l'impact des écrans sur la santé des enfants. Et il y a quatre questions. Quelle est la prévalence du phénomène en France? Quels mécanismes cérébraux sous-tendent les addictions? Quelles conséquences pour la santé de l'enfant en termes de développement cérébral et d'apprentissage, d'inactivité physique, de surpoids et d'athérosclérose, d'obésité, de diabète de type 2 et d'espérance de vie? Cette cohorte nationale française qui a été publiée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire en avril 2023 montre que le temps passé par les enfants devant les écrans augmente. 56 minutes par jour à l'âge de 2 ans, 1h20 par jour à l'âge de 3 ans, 1h34 par jour à l'âge de 5 ans. Plus on est addict jeune, plus on persiste à être dépendant des écrans. Nous voyons, et je vois encore des enfants qui sont complètement déstabilisés ici au centre médical Audron-Valais. Vous demandez qu'il vous passe votre téléphone portable et vous regardez le temps moyen passé devant les écrans. Eh bien, le dernier que j'ai vu, il a passé 8 heures par jour derrière son téléphone portable. Vous comprenez qu'il n'a pas le temps de dormir, il n'a pas le temps, disons, de réfléchir, de travailler, et c'est un vrai sujet. Regardez dans le métro à Paris, ils sont tous derrière leur téléphone portable. Il y a bien sûr des disparités importantes selon le lieu d'habitation, l'histoire et l'origine migratoire, le niveau d'études de la mère et le sexe. En fait, ce papier tout à fait remarquable dans le New England Journal of Medicine 2026 montre que les addictions, c'est toujours le même phénomène. L'intoxication donne une activation thalamique, c'est ce qui est ici en bleu, avec la libération de dopamine, ça donne une sensation de récompense et d'euphorie. Puis ensuite, on a la phase d'accoutumance, avec l'activation d'aires de sensibilisation, une diminution de la sécrétion de dopamine, et ensuite vous avez le sevrage, avec une activation des aires cérébrales qui implique dépression et colère, une diminution de l'activité préfrontale, et donc par conséquent, il y a une déstabilisation entre le désir et la volonté de sevrage, et vous avez, ceci vous explique les cycles de rechute de l'addiction. Eh bien, il y a un lien direct entre les temps d'écran et le développement de l'enfant, lien avec le développement cognitif, corrélation négative entre le temps d'écran et le développement du langage, corrélation positive avec les programmes éducatifs et l'encadrement parental, un lien avec le sommeil. Plus le temps passé devant les écrans augmente, plus le sommeil diminue, un effet indirect des séries violentes et des cauchemars de l'enfant, enfin un lien avec la sédentarité et le surpoids. En effet, il y a un risque d'obésité qui augmente de 13% pour chaque heure quotidienne passée devant la télévision et un effet indirect de la publicité sur le grignotage. La majorité des enfants ne bougent pas, grignotent pendant qu'ils sont devant des temps d'écran. Et cet article tout à fait remarquable qui a été fait par Russell Wiener, c'est une cohorte anglaise suivie à 5 ans. Il y avait quand même 13 000 enfants suivis. À 10 ans, 14 000 enfants suivis. Et 30 ans, 11 000 enfants. Et bien, vous voyez que plus les enfants passent de temps devant la télévision, sa weekday television ou weekend television, plus leur risque d'obésité augmente. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre le temps d'écran, la malbouffe, le manque d'activité physique, le risque, disons, d'obésité et ensuite de développement des maladies cardiovasculaires plus tard. En conclusion,
L'addiction aux écrans progresse d'année en année et est favorisée par les conditions sociales et le faible niveau éducatif. La physiopathologie est commune à tous les types d'addiction et les conséquences sont graves en termes de développement psychomoteur, de performance académique, de troubles de sommeil, de troubles psychologiques. Le nombre d'enfants qu'on nous envoie pour TSA, TDAH, parce que en fond, ils échappent à tout système éducatif de sédentarité, d'obésité. Conclusion, il faut limiter les écrans, favoriser la lecture, avoir une éducation parentale assez proche. C'est comme ça qu'on élève les enfants. Environnement et santé des enfants, les recommandations, c'est vivre en ville, idéalement végétalisé, ou à la campagne, loin du trafic. Mais tout ceci est rien par rapport aux risques endogènes que sont le cancer du poumon favorisé par le tabagisme. Regardez le nombre de cigarettes que vous trouvez par terre ou bien autour de la gare Montparnasse qui était à côté du site de la MGN. Le tabac multiplie par 25 les risques de bronchopneumopathie chronique, par 5 les risques d'athérosclérose. Et que dire de l'alcoolisme avec la cirrhose, du cannabis, du protoxyde d'azote, des drogues illicites, qui sont autant de sujets qui sont des sujets véritablement graves. Il convient de limiter les conséquences du réchauffement climatique, de privilégier l'alimentation saine et l'exercice physique régulier, enfin, de limiter les écrans, de favoriser la lecture et l'éducation parentale, chose qui n'est pas toujours aisée en fonction des milieux sociologiques. Je termine ici et je passe la main à un prochain orateur qui va faire les recommandations sur ce qu'il conviendrait de faire. Alors, Merci. j'arrête le partage. Merci beaucoup pour ce topo très clair. Et je vais donner la parole maintenant à Madame Tatiana Saad, qui est sage-femme de formation, qui est titulaire d'un master santé publique, santé environnementale, et qui va vous donner quelques messages de prévention à s'appliquer et à diffuser aux patients. Alors, il y a des choses qui ont déjà été dites, mais c'est vrai qu'on se rend compte dans nos consultations que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sues par les patients et donc ça vaut toujours la peine de répéter les choses. Et donc, Tatiana, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ma présentation. Parfait. On Donc, voit bien. Elle est en, je, elle est en petite taille. Nous, on la voit bien. Ah bon, très bien, c'est bon. Vous pouvez essayer de passer peut-être? Juste vérifier que... d'accord. Parfait, on voit bien. Ok. Donc, je vais vous présenter les messages de prévention. Donc, la dernière partie de ce webinaire, très importante, que chaque professionnel de santé doit être formé sur cette notion, en fait, pour qu'il puisse partager les messages de prévention d'une manière efficace à l'ensemble de la population. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. On a déjà expliqué, on a déjà défini c'est quoi l'exposome, les sources d'exposition. Euh, par rapport aux voies d'exposition aux perturbateurs endocriniens, on peut être exposé par la voie d'ingestion, le fait d'ingérer d'aliments ou d'eau contaminée, d'inhaler des particules de pesticides ou de produits chimiques, comme le fait d'utiliser les bougies parfumées, les déodorants, par contact cutané via des produits cosmétiques ou des détergents. Et bien évidemment, la voie fœtoplacentaire et l'allaitement. Donc, comme déjà expliqué, il existe un lien, on commence à montrer qu'il existe un lien entre les expositions environnementales et le développement de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, un impact sur la fertilité, des issues défavorables de la grossesse comme une prééclampsie ou un accouchement prématuré. Il existe des périodes de vulnérabilité aux expositions environnementales. Donc, on a la période des 1000 premiers jours qui va de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, la période de puberté, la ménopause. Donc, ces périodes sont sensibles vu qu'on a un changement biologique et hormonal. Je souligne l'importance du concept d'OAD, ou origine développementale de la santé et des maladies. C'est un concept qui propose un lien entre les phases
périconceptionnelle, fœtale et de la petite enfance et le développement de maladies chroniques à un âge adulte. Donc, j'arrive au message de prévention. Je vais commencer par la qualité de l'air intérieur. Il faut savoir que la majorité des gens pensent que l'air extérieur, il est plus pollué que l'air intérieur, alors que ce n'est pas exact. En fait, l'air intérieur, il est plus pollué. Déjà, sur cette image-là, on peut voir les principales sources de pollution de l'air intérieur. Et malheureusement, on passe la plupart de notre temps dans un espace clos, soit au travail, soit à la maison, soit à l'école, etc. Ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc, il faut recommander à la population d'ouvrir les fenêtres minimum 10 minutes le matin et le soir, même en hiver, donc même s'il fait froid. Il faut entretenir régulièrement la ventilation et la climatisation. Il faut vérifier les chauffages d'appoint avant l'hiver et de ne pas les utiliser en fait d'une manière continue sans aération. Il ne faut pas fumer à l'intérieur du logement. Éviter tout ce qui a une odeur forte, donc les parfums d'ambiance, les bougies parfumées, l'encens, les diffuseurs anti-moustiques. Utiliser de préférence un aspirateur avec filtre EPA plutôt qu'un balai lors du nettoyage. Il faut aérer les meubles neufs avant de les utiliser. Par rapport à l'alimentation, donc il faut réduire notre exposition via l'alimentation en lavant les fruits et les légumes, de les éplucher dans le cas où c'est possible, de consommer avec modération certains types de poissons qui sont reconnus comme bioaccumulateurs de toxiques, limiter les aliments ultra transformés, éviter les contenants et les ustensiles en plastique ou avec un revêtement anti-adhésif faut privilégier le verre ou l'inox. Il faut choisir des produits du quotidien plus simples, donc remplacer tout ce qui est produits chimiques par rapport aux détergents, donc de les remplacer par des produits ménagers plus naturels comme le savon noir, le bicarbonate, le vinaigre blanc. De réduire l'utilisation de cosmétiques, vernis, maquillage, etc. De laver les vêtements et les textiles neufs avant utilisation, éviter de porter les jouets en plastique à la bouche pour les enfants, aérer et laver tous les jouets avant usage. Par rapport à la dernière partie qui correspond à la chambre et à l'environnement du bébé, donc il est recommandé que la femme enceinte évite de participer aux travaux de rénovation de la chambre et de confier la tâche à une autre personne. Il faut rénover au minimum 3 mois avant l'arrivée du bébé afin d'avoir le temps de bien aérer. Il faut privilégier les rangements fermés, éviter tout objet qui peut accrocher de la poussière. Il faut réduire les rayonnements électriques et électromagnétiques à proximité. Choisir une chambre dans une pièce sans trace d'humidité, facile à aérer, préférablement loin de la cuisine. Choisir de préférence des produits étiquetés A+, qui émettent moins de polluants dans l'air intérieur. Et là, je parle surtout du choix de la peinture. Par rapport aux outils numériques en santé environnementale, il est très important de les intégrer dans la pratique clinique, donc de les recommander aux patients parce qu'ils peuvent les aider en fait à mieux réduire leurs expositions environnementales. J'ai mis en fait ici quelques applications et sites fiables comme AirParif, une application en fait qui évalue la qualité de l'air extérieur, qui permet à la personne de savoir à quelle heure, par exemple, il faut ouvrir la fenêtre, fermer la fenêtre, ou bien de sortir de la maison pour éviter les pics de pollution. Il existe aussi les applications Scan4Cam ou INSEE Beauty qui peuvent scanner les produits du quotidien ainsi que les cosmétiques, et aussi le site et l'application dès 1000 premiers jours, très efficace pour les parents et les futurs parents. Par rapport à la dernière partie de ma présentation, qui parle sur l'importance d'intégrer l'exposome en pratique clinique,
Ce que j'aimerais dire, que les stratégies de prévention en santé publique, ils reposent la plupart du temps sur des recommandations très générales, uniformes, sans prendre en compte en fait la différence des expositions individuelles, le mode de vie de chaque personne, ce qui peut en fait limiter l'efficacité des recommandations données. La médecine actuellement, elle tend à évoluer vers une approche plus intégrée. Le fait d'intégrer les facteurs environnementaux, les modes de vie de chaque individu, avec les données génétiques, ce qu'on appelle la médecine de précision. L'objectif, en fait, c'est de personnaliser la prévention, ce qu'on commence à connaître sous le nom de prévention de précision, de personnaliser le diagnostic, les traitements, donc en fonction des caractéristiques individuelles. Par rapport à la prévention de précision, celle-ci va permettre en fait une meilleure stratification des individus selon leur niveau de risque, donc faible, moyen ou élevé, ce qui va rendre ainsi possible une prévention plus précoce, plus ciblée et plus équitable. Ce que je souligne en fait, c'est que la prévention de précision, c'est encore une approche émergente. Donc, elle vise à optimiser les stratégies de prévention et donc à intégrer l'exposome dans le raisonnement clinique. Et donc, pour passer du concept à la pratique, c'est là où joue le rôle de la recherche interventionnelle. La recherche interventionnelle, elle va permettre de tester des dispositifs ayant une approche de prévention de précision, comme par exemple les consultations en santé environnementale qui commencent à être développées. Elle va les tester. Elle va tester leur efficacité, leur acceptabilité, leur faisabilité, donc afin de favoriser leur transfert et leur déploiement à une grande échelle et donc de les intégrer dans les politiques de santé publique. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir de ma présentation, c'est que la prévention de précision vise à mieux identifier les populations à risque afin d'optimiser les stratégies de prévention, l'efficacité des systèmes de santé et la réduction des inégalités de santé. Donc, dans cette perspective, il est très important de toujours former les professionnels de santé sur la thématique de santé environnementale, donc pour renforcer les pratiques de prévention et pour permettre une transmission efficace des recommandations aux patients. Il est très important aussi de développer des consultations en santé environnementale et de les tester à travers la recherche interventionnelle, donc pour documenter leur efficacité et d'améliorer les actions de prévention et d'accompagnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana. Merci à tous les orateurs. Donc, on a fini toute cette première partie. Donc, on a dépassé un petit peu, mais on va pouvoir maintenant répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, la partie questions-réponses. On a une première question qui est essayer de mieux comprendre les fenêtres de vulnérabilité. Alors, docteur Mickel, c'est peut-être pour vous, et c'est vrai que la question est pertinente. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est une exposition qui est pendant la grossesse qui va être responsable ultérieurement de l'anomalie chez le bébé ou de complications au cours de la vie de l'enfant? Alors, c'est une question qui est très pertinente et qui est extrêmement difficile à mener dans les études, puisqu'on a tout ce qui est le concept d'effet cocktail, donc d'arriver à sortir une seule molécule qui va être responsable d'un seul type de malformation, c'est assez compliqué. Cependant, il y a quand même eu des grosses études de cohorte, notamment au niveau de certaines malformations fœtales. Je pense par exemple à l'hypospadias, où on a retrouvé des expositions ciblées de pesticides avec une augmentation de la fréquence, donc sur des grosses études de cohorte sur tout le territoire, où on avait une concentration des cas
autour, par exemple, d'une usine de pesticides. Et à ce moment-là, on a pu mettre en rapport, faire des liens de causalité. Mais c'est pas parce qu'on a une association que l'association est forcément causale. Et c'est là toute la difficulté du travail de recherche en exposition environnementale. C'est comment je suis sûre que telle molécule va entraîner telle malformation. Et ça, vraiment, en infertilité, encore plus, c'est vraiment très difficile. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ajouterais qu'on commence à peine ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est ce qui n'est pas génétique, mais ce sont quand même des cicatrices dans notre génome et qu'on sait qu'on peut transmettre à l'individu. Et on commence à peine les études qui s'intéressent aux marques épigénétiques des expositions. Et il y a des études qui ont montré chez l'animal que d'exposer la mère entraînait 3-4 générations plus tard, donc ce reste des modèles in vivo mais animaux, et que c'était quelque chose qui était transmissible de génération en génération. Et donc c'est à partir de toutes ces données qu'on arrive à faire ces suppositions, mais il y en a encore au début de la recherche, comme on le dit depuis tout à l'heure. Et sur l'épigénétique, on a quand même le modèle du distilbène, qui est malheureusement un très bon modèle, où on a des effets sur les deuxième, troisième, voire quatrième génération, avec également des effets sur les petits garçons issus de mères et de grand-mères distilbène, avec des anomalies, des malformations qui sont augmentées. Et on a d'ailleurs cette augmentation du cancer du sein chez les bébés d'Istilbène et de cancer du vagin, ce qui prouve bien que ce n'est pas génétique, mais c'est transmissible de génération en génération. On a une question ensuite sur le microbiote. Est-il une piste étudiée pour augmenter notre résistance aux polluants? Alors peut-être que je peux répondre à cette question. Ça commence, mais on est plutôt au stade de se dire quels sont les éléments du microbiote ou quels sont les microbiotes associés ou pas à des pathologies ou à des issues favorables ou défavorables des pathologies. Et en effet, ça serait d'identifier un type de microbiote dans une pathologie qui serait favorable, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il faut d'abord trouver des biomarqueurs associés à ces différents microbiotes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut continuer les recherches. Mais en effet, de pouvoir, si on prouve que le microbiote a un impact, de pouvoir rééquilibrer ce microbiote, ça peut être des pistes intéressantes, mais on est vraiment encore loin des études cliniques pour l'instant. Alors, pour les infos sur la prévention de l'alimentation, il faut modérer certains poissons, surtout chez les filles. Pourquoi chez les filles? Tatiana, c'est pour toi. Alors c'est vrai que j'ai pas vu cette recommandation spécifique chez les filles, mais quand on vous a dit un peu avant qu'il y avait des perturbations endocriniennes chez la jeune fille en puberté important, voilà, c'est limiter ces taux d'exposition de perturbateurs endocriniens qui sont très présents chez les poissons, et notamment les poissons gras. Je ne sais pas, Tatiana, si tu as quelque chose à ajouter. Donc c'est surtout que chez les filles, parce que vu la sensibilité, le changement hormonal, les changements biologiques, donc les filles sont plus vulnérables que les garçons. Donc c'est ça. Alors, juste pour préciser par rapport à toutes ces consignes de prévention, on le dit un peu depuis le début, on a très peu d'études interventionnelles. Donc là, on n'a pas une étude qui a montré et prouvé que de manger de moins de poissons, on est moins dosé. Il faut bien comprendre que l'accès à ces dosages coûte extrêmement cher. Pour pouvoir avoir une caractérisation de 40 polluants chez une patiente atteinte de cancer du sein, c'est 400 € par patiente. Pour un dosage de PFAS dont on parle beaucoup, c'est 190 € par patiente. Et donc, pour l'instant, on a peu de données sur ce biomonitoring. Et l'objectif, justement, ça serait de pouvoir montrer par de la recherche interventionnelle que nos actions et nos conseils ont un effet. Donc, c'est un peu le bon sens de se dire on va limiter en particulier chez la femme à la puberté, mais on n'a pas d'études pour le prouver. De manière un peu plus triviale, quand nous on a fait les recommandations sur le tabac et l'infertilité, en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'études interventionnelles. Il y a des gens à qui on dit d'arrêter le tabac et des gens à qui on dit de pas arrêter le tabac. Donc en fait nos données de la science, elles étaient extrêmement faibles pour émettre ces recommandations, mais on a quand même fait des recommandations de bon sens paysan, quoi. Vraiment, enfin voilà, le tabac c'est pas bon et pour la santé, c'est pas bon pour la fertilité non plus. Mais on n'a pas des études de qualité de preuve suffisantes. Alors, il y a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou voudraient prendre la parole? Ou parmi les intervenants également? Non,
Il n'y a pas d'autres questions. Moi, peut-être juste une remarque par rapport à tout ce qui est contamination alimentaire. On Mhm. a la contamination au cadmium sur le blé, on a les polluants, enfin les contaminations aux métaux lourds sur les poissons gras. On retrouve dans le bio, au final, quand même des pesticides et des PFAS, et on se dit, mais comment on va s'en sortir? Et en fait, au moment, on va plus rien manger, sauf qu'il faut quand même un peu manger. Je trouve que c'est extrêmement difficile. Voilà, moi, je suis mère de 3 enfants. J'essaye de faire au mieux, mais sans vouloir être trop dépressiogène, on se dit que c'est quand même extrêmement difficile d'arriver à avoir des, des comportements, même si on fait au mieux possible, qui vont améliorer la santé de nos enfants au long terme et qu'on paye quand même beaucoup ce qu'ont fait nos aînés. Alors pas en conscience, hein, forcément, mais on est des générations où on prend un peu beaucoup, je trouve, notamment la nôtre, sur ce que nous, on a pu subir dans intra-utéro, dans le ventre de nos mamans qui étaient exposées massivement aux pesticides, l'augmentation des cancers qu'on voit. Et c'est assez difficile pour notre génération de ne pas être trop inquiète aussi pour la bien de nos enfants. Voilà, moi, je trouve que c'est un truc difficile à vivre quand même pour nous. Alors tout à fait, je pense qu'il y a aussi quand même une prise de conscience des mentalités qui changent et que surtout il ne faut pas culpabiliser et qu'il n'y a pas que les modifications individuelles qui sont importantes. Nous, en tant que chercheurs, on est tous chercheurs ici, c'est d'augmenter le niveau de preuve, d'apporter de la data pour qu'ensuite les politiques s'en emparent, avec leurs contraintes également, et qu'il puisse y avoir une régulation de tous ces produits. Et donc, moi, j'aime bien quand même rester optimiste et ne pas, sinon on déprime tous. D'abord, voilà, déculpabiliser les patients, que tout repose pas sur leurs épaules, mais que les petites choses au quotidien qu'elles peuvent modifier, et en particulier pour la femme enceinte, pour l'avenir de son enfant, c'est important. Mais il n'y a pas que des bonnes réponses, il n'y a pas que des mauvaises réponses. Et pour la question qu'est-ce qu'on mange, je pense que c'était la semaine dernière sur France Info. Il y a le directeur de mon laboratoire, le professeur Xavier Coumoul, qui a répondu à toutes ces polémiques pendant 1h30. Et c'est vrai que voilà, il faut trouver des alternatives. En tout cas, en modifiant un petit peu son mode d'alimentation, on peut diminuer drastiquement ses expositions. Et donc, il faut aller vers ça sans culpabiliser. Alors, je vois quelques autres questions. Alors, sur les vernis à ongles, elle a été posée 2 fois. Je ne connais pas cette marque de vernis à ongles spécifique dans les cancers. Je ne sais pas si les oncologues donnent une marque. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en effet, dans les vernis, il y a beaucoup de toxiques et il faut diminuer principalement les produits qui sont parfois interdits en France, donc ne surtout pas acheter chinois. Et puis, il y a des marques qui sont éco-labellisées. Ce qui est recommandé pour tous les produits d'hygiène intime, c'est d'aller vers des produits qui sont éco-labellisés et qui ont voilà, des labels comme prouvant qu'il y a moins de phtalates et de produits problématiques à l'intérieur. Séance. Alors, on nous parle d'une séance de préparation à l'accouchement dédiée aux informations pendant la grossesse. Docteur Mickel, peut-être que vous pouvez répondre à ça. Des choses qui existent, c'est les ateliers nesting, où en fait, justement, on apprend aux femmes enceintes à repérer, par exemple, les bons et les mauvais produits pour l'hygiène de la maison, savoir lire une étiquette, des choses un peu simples, aller vers une simplification des produits. Je crois que c'est Tatiana qui en a parlé. On prend des trucs simples, du vinaigre, du bicarbonate et basta, pas besoin d'avoir le truc avec 10 000 machins dedans qui tue tout, et ben, enfin, ça tue tout, mais ça vous tue vous aussi. Donc, leur apprendre vraiment sur la cosmétique aussi, moins il y a d'ingrédients dedans, plus c'est court, mieux c'est. Donc, c'est des ateliers qui s'appellent atelier nesting. Pour les femmes enceintes qu'on peut faire, par exemple, nous, dans notre hôpital, dans le cadre de la transition écologique de l'hôpital, où on va proposer, donc c'est le concept de One Health, d'avoir une santé pour tout le monde et de prendre soin de la planète, c'est aussi prendre soin de nous. Ok, on va prendre encore quelques questions. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Il y a la question des portables et des ondes. Alors, c'est aussi un vaste sujet que personnellement, j'ai décidé de ne pas aborder dans mon topo sur le cancer du sein, les données de la recherche étant dans le cancer du sein, en tout cas assez préliminaires. Il y a beaucoup d'interrogations, mais pour l'instant, les données de la science ne permettent pas vraiment de répondre. Et donc, je n'ai pas d'éléments particuliers, mais en effet, il y a quand même des études très débutantes qui montrent des signaux. Voilà, ça c'est la première
la question suivante. Il y a une question sur les rythmes de nuit, qualité de sommeil, rythme à recommander. La seule recommandation qu'on peut faire, mais qui ne repose pas sur grand-chose, c'est qu'en effet, ce qui est montré, c'est qu'il y a un effet un peu cumulatif et que 40 ans de carrière de nuit, ça augmente le risque. Et donc, peut-être qu'on peut envisager sa carrière en faisant une partie de nuit, une partie de jour, quand on a ces éléments. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup, on a juste, encore une fois, cette alerte et ce sur-risque, mais qui est proportionnel à la durée et l'intensité. Et évidemment, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un sommeil réparateur permet de restaurer tout un tas de fonctions biologiques importantes et donc de se réparer la nuit. Et donc, c'est vraiment prouvé que les personnes qui dorment moins de 6 heures par jour, parce qu'aussi parfois quand on travaille de nuit, du coup on s'habitue à ne pas beaucoup dormir et on devient un petit dormeur avec 5-6 heures par nuit. Il est montré qu'il y a plus de maladies quand on dort 5 ou 6 heures par nuit, et notamment maladies cardiovasculaires, AVC, infarctus, et donc un sommeil de qualité est à préserver en toutes circonstances. Alors, je vois une dernière question sur il y en a peut-être d'autres, mais sur la pollution de l'air et les pollens. Alors, ce qu'on sait, il n'y a pas moi en tout cas, je ne connais pas, je ne suis pas pneumologue, mais je ne connais pas de seuil, il n'y a pas de recommandation sur les seuils. La seule chose qu'on sait, c'est que quand la pollution des particules fines est très élevée, on a une augmentation du risque allergique parce que ces pollens vont aller se mettre sur ces petites particules et donc s'accrocher plus facilement dans notre voie respiratoire. Donc, c'est vraiment le mauvais combo d'être en période printanière et avec les pics de pollution. C'est la période où on est le plus exposé aux microparticules. Mais par contre, je ne pense pas. Il faudrait peut-être demander à des pneumologues spécialisés en santé environnementale, et j'en connais, mais je ne pense pas qu'il y ait des seuils à respecter ou pas. Parfois, il y a des alertes rouges, jaunes, et peut-être qu'il faut se baser déjà sur ça en se disant je sors vraiment quand c'est une alerte verte, mais je n'ai pas d'autres recommandations à vous donner. Ok. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de questions. Si jamais vous en avez d'autres, il reste quelques minutes. Alors, la dernière que je vois... alors, les micro-ondes et cancers, il n'y a aucune étude à ma connaissance. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai toujours un micro-ondes chez moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas réchauffer le plastique au micro-ondes, parce que là, ça libère des perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, et notamment tout ce qui est plats préparés, qui sont dans des dispositifs très contaminés, et qu'en plus on chauffe, c'est vraiment problématique. Et une autre question que j'ai vue passer, et qui était les parfums de synthèse dans les lieux publics. Alors moi, je n'ai pas trop senti de parfums dans les lieux publics, mais en tout cas, à partir du moment où vous avez des parfums de synthèse, et que ça sent bon, c'est qu'il y a quand même à l'intérieur un produit chimique qui permet d'accrocher ce parfum, beaucoup les phtalates. Je ne vous l'ai pas dit, mais les phtalates, par exemple, sont interdits dans les produits cosmétiques depuis peu, dans les produits, les jouets pour enfants, et très progressivement, la liste s'allonge, mais c'est encore très présent. Donc pour moi, à partir du moment où il y a un parfum, il faut fuir. Il y avait une question sur l'allaitement aussi et les études environnementales. Alors, il n'y a pas d'études dans le sens environnemental. Ce qu'on sait, c'est que le lait maternel concentre les polluants, et donc on va relarguer des polluants de façon importante. Il y a des recommandations de la Société française des pédiatres pour l'allaitement. Il est toutefois recommandé de continuer à allaiter, étant donné les bénéfices, notamment sur l'immunité, et donc il est recommandé aux patientes. Alors l'allaitement, ça permet une détoxification de la mère. Alors certes, ça contamine l'enfant, mais pour l'instant, les bénéfices sont à l'avantage de l'allaitement, et très largement dans les études qui sont disponibles. Je le confirme. Y compris sur les mères tabagiques, qui ont une grosse intoxication. L'allaitement est tellement protecteur sur les enfants et la mère que même si on a retrouvé du plastique sur certaines analyses de lait, on est d'accord que c'est le bénéfice à l'allaitement 100%. Et vous recommandez d'arrêter de fumer lorsque vous attendez un enfant et que vous allaitez, n'est-ce pas? Tout à fait. Et même avant, s'il y a des problèmes de fertilité. On a bien Tout écouté. à fait. Voilà. Ok, une dernière question sur les purificateurs d'air. Alors encore une fois, aucune étude, mais clairement c'est efficace. C'est-à-dire que ces appareils Dyson et autres
Et de façon plus globale, tous ces nouveaux capteurs qu'on peut faire rentrer dans notre foyer ont un avantage et nous permettent en effet de renouveler l'air. Il y a des filtres et des filtres qui sont parfois assez puissants. Il n'y a pas d'études cliniques et donc dans l'avenir, il faudra faire des collaborations avec ces industriels pour montrer l'efficacité parce que, en particulier en cas de pathologie respiratoire chronique, ça peut avoir un intérêt majeur. Eh bien, écoutez, je trouve qu'on a fait le tour. Il y a une question sur les insecticides. Alors, insecticides et pesticides et puberté, immunité, tout ça ne font pas bon ménage. Je vous renvoie à ce qui a été dit sur les différents topos, mais en effet, période de vulnérabilité, la femme enceinte, la puberté, l'adolescence, le sujet âgé, tous les moments où il y a des modifications biologiques et une vulnérabilité, et donc évidemment à éviter, à éviter chez l'adolescent. Avis sur les carafes filtrantes. Alors, on pourrait faire un webinaire entier sur l'eau. Je ne sais pas si certaines personnes ont des... Voilà, que ce soit les contaminants de l'eau en bouteille, de l'eau en plastique, les PFAS, les perturbateurs endocriniens qui polluent nos terres, etc. Dans l'ensemble, les carafes filtrantes, je pense, ont quelque chose de positif. Et encore une fois, il n'y a pas d'études. Donc, c'est le bon sens. C'est de se dire que s'il y a des filtres supplémentaires, et notamment, il y a des carafes 100% naturelles qui sont faits à base d'argile et autres produits tout à fait naturels filtrants et qui filtrent également les PFAS. Donc, c'est intéressant, avec des études scientifiques donc réalisées par les industriels, mais qui existent quand même. Et donc, elles peuvent avoir un avantage au quotidien, selon moi. Même des filtres prêts au niveau de l'arrivée d'eau. Et il y a Oui. des normes et il y a enfin, des normes de filtration. Il faut prendre des dispositifs qui ont cette norme et qui ont le label voilà, correct comme il faut. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses différentes sur les carafes filtrantes et les filtres à eau domestiques. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Nous étions plus de 150 au pic de cette diffusion. Je vous rappelle qu'on aura un replay disponible à partir de la semaine prochaine. Et je vous rappelle également le prochain webinaire qui est organisé le 15 juin et qui sera sur le cancer du sein. Et évidemment, si vous avez des questions, des questions, surtout ne restez pas avec, n'hésitez pas à envoyer un mail, on y répondra avec grand plaisir. Merci à tous pour votre participation. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée.